Le 25 août, le président Macron est arrivé en Algérie pour une visite de 3 jours destinée à refonder les relations bilatérales et qui, pour Alger, marque une reconnaissance de son importance stratégique dans la région. Le 10 octobre, la première ministre Elisabeth Borne est allée elle aussi en Algérie avec 15 ministres pour parler coopération économique mais aussi de gaz. Où en sont les relations entre la France et l'Algérie? Et quelles relations l'Algérie entretient-elle avec la Chine? Liazid Benami, écrivain et vice-président de l'Association des amitiés franco-chinoises de Paris, nous l'explique. Liazid Benami, bonjour. Bonjour Madame Chen. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors pourquoi 60 ans après l'indépendance algérienne, la relation entre l'Algérie et la France ne semble pas encore apaisée? Parler de l'histoire entre la France et l'Algérie 60 ans après, c'est important. C'est important. Pourquoi l'apaisement n'est pas encore fait? On n'a pas fait le deuil, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses, beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et nos générations, la mienne, celle à venir, ont besoin de savoir ce qui s'est passé entre ces deux nations. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu cette époque de la colonisation. L'Algérie a été colonisée dès 1932. Après, bien sûr, il y a eu plusieurs révoltes qui ont fait que la décolonisation n'a pas pu se faire. Les révoltes de 1871. Après, bien sûr, il y a eu la Première Guerre mondiale où les Algériens ont complètement, qui étaient français à l'époque, ont complètement aidé la France contre l'Allemagne. La Chine aussi, je le rappelle. La Chine aussi, avec envoyer les ouvriers, des travailleurs, bien voilà. sûr, c'est beaucoup de travailleurs. Et donc l'Algérie plus les pays africains, ils ont servi de soldats de front. Voilà. Après, c'est vrai, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde en a pâti. La Chine, on le dit pas assez, mais la Seconde Guerre mondiale, ça a été presque en 1937, ça c'est avec le Japon. L'invasion japonaise bien sûr. 1937. 37. En fait, en réalité, ça a commencé bien avant. C'était le début, ça on veut aller plus loin dans l'histoire. Ça a pris de l'ampleur en 1937. Ça a pris de l'ampleur en 1937. Ouais. Et donc ça a continué comme ça jusqu'en septembre 1945. Tandis qu'en Europe, les pays colonisés, tels que l'Algérie, a fait la guerre en tant qu'Algérie française et ils ont supporté la France à 100%. Donc il y a eu certains pays orientaux qui étaient plus côté Axe, tandis que l'Algérie côté français jusqu'à la fin. Bien sûr, donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce besoin aussi de reprendre sa liberté. L'Algérie, donc il y a eu d'autres révoltes, dont le massacre du 8 mai 1945. Le jour de la victoire des Alliés sur l'Axe, en Algérie, il y a eu le massacre d'Algériens. Combien de morts? On parle de 15 à 20 000 morts. Voilà, de 15 à 20 000 morts. Pourquoi? Parce que une certaine partie des Algériens donc voulaient, en voulant fêter la fête du 8 mai 1945, la fin de la guerre
de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, certains voulaient aussi leur indépendance. Et là, donc, et après, donc, on arrive à 1954, le 1er novembre 1954, début de la guerre d'Algérie, qui va aller jusqu'au cessez-le-feu du 18 mars et après à l'indépendance du 5 juillet 1962, 60 ans. Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, on va dire, 60 ans après, les générations, les générations, on va dire, présentes, n'ont pas encore digéré, on va dire, cet épisode douloureux de leur histoire? L'histoire, lorsqu'elle n'est pas saisie à temps, lorsqu'elle n'est pas écrite à temps, lorsqu'elle n'est pas étudiée correctement, il y a toujours des soubresauts. Il y a toujours des soucis des deux côtés. À qui on va dire, écrire cette histoire correctement, pour reprendre vos mots? Oui. Alors bon, ce que longtemps cette histoire de l'écriture, de la mémoire, était un point épineux. Là, lors de la visite d'État du président français Emmanuel Macron en Algérie entre le 25 et le 27 août, si ma mémoire est bonne, il y a eu cette idée d'une mise en place d'une commission d'historiens algériens avec leur homologue français pour écrire un petit peu l'histoire. Mais personnellement, je dis, c'est bien, c'est une avancée, mais il faut quand même être prudent parce que le récit, l'histoire ne s'écrit pas à quatre mains, entre deux personnes. Il faut inviter d'autres historiens. Et l'historien n'a pas une nationalité, voilà. Oui, mais pourquoi ce travail si important n'avait pas été initié il y a, on va dire, dans les années 70, par exemple? On voit qu'en France, Parce que là, ça a un goût de réchauffer, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Premièrement, je deuxièmement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, à propos du voyage du président Macron en Algérie, on avait vraiment l'impression que, voilà, Macron est allé en Algérie, surtout pour essayer d'obtenir beaucoup plus de gaz, de la part d'Algérie, dans un contexte marqué par la crise énergétique. Mais on a l'impression que c'était un peu opportuniste. Bon, il y a plusieurs choses. Parce qu'en fait, dans la relation franco-algérienne, elle est très complexe. Je vais revenir un petit peu à ce voyage. Mais comme vous dites tout à l'heure, pourquoi n'avoir pas fait ce travail d'écriture? Parce qu'il faut une volonté politique. Quand il n'y a jamais eu de véritable volonté politique. Et sous De Gaulle, pourtant. Sous De Gaulle, pourtant, je dirais. Et après, il y a eu aussi ce travail d'archives, la mise à disposition d'archives auprès des historiens, parce que les historiens, c'est vrai, donc il y a le témoignage direct, donc certains ont écrit, ont témoigné, mais il reste encore beaucoup d'archives qui n'ont pas été déclassifiées. Et là, c'est vraiment récent que les deux présidents veulent aller dans la déclassification des archives. Ça, c'est quand même un détail très important. Vous voulez dire par là que beaucoup d'archives, à l'époque, on va dire dans les années 60, 70, beaucoup de documents étaient encore sous le sceau de la confidentialité. De la confidentialité. Pourquoi? Parce que, bon, le sujet Algérie
Trop sensible. Est trop sensible. Ouais. Il y a encore des acteurs qui sont encore présents. Il a fallu attendre près de 60 ans, par exemple, Incroyable. Pour condamner l'assassinat du mathématicien Pierre Audin. Donc, donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été dites. Et c'est vrai, des deux côtés d'ailleurs, hein, des deux côtés, aujourd'hui, il y a cette volonté de pouvoir dépassionner, apaiser. Voilà. Après, il faut du courage politique et il faut aussi laisser la liberté aux citoyens des deux côtés pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce qu'en fait, les historiens, il faut qu'ils puissent avoir cette liberté. Voilà. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer la place de la coopération économique française en Algérie? Oui, l'Algérie, le partenaire économique algérien a été longtemps la France. La France a toujours eu cette première place. On considère que maintenant, elle représente 11% de ces échanges internationaux. La Chine... C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. La Chine, ces dernières années, l'a concurrencée. Elle est devenue le premier partenaire économique, avec 17%. Derrière l'Algérie... Donc la France occupe la deuxième position. La deuxième position. La deuxième position. Après, je vous dirais, le marché algérien est tellement grand, pas pour l'instant peut-être, mais a beaucoup de potentialité de développement. Oui. Vous avez dit tout à l'heure le voyage du président, mais notamment de ce dernier gouvernement Borne. Est-ce qu'il a une connotation énergétique, c'est-à-dire voilà. C'est ma lecture. Il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que la situation actuelle, l'actualité nous impose à être très pragmatique. Voilà. L'Italie a fait certains contrats avec l'Algérie aussi. Avec l'Algérie dès le mois d'août, donc juillet-août. Il est normal que la France aussi, surtout que c'est un partenaire historique. Ah bah oui. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas voir uniquement sous le prisme de l'opportunisme et de cette actualité. Il faut qu'on se dise qu'il y a environ un tiers de la population française qui a un lien direct ou indirect avec l'Algérie. C'est beaucoup. Vous pourriez nous en dire plus? Lorsqu'il y a eu 132 ans de colonisation française algérienne, bien sûr, ça a créé du lien. Et il faut aussi qu'on se dise que l'Algérie est la seule colonie de peuplement. Ce n'est pas comme le Sénégal, ou comme la Tunisie, ou comme un autre pays d'Afrique ou d'ailleurs. Là, ce sont les Français qui ont décidé de s'expatrier, entre guillemets, mais de vivre en Algérie. De vivre en Algérie. Et pour quelle raison alors? Pour quelle raison? Parce que le climat s'y prêtait, parce que les ressources naturelles étaient abondantes. Il y a ça. J'oserais un petit peu comparer à la conquête de l'Ouest par rapport aux États-Unis d'Amérique. Là, on a un grand pays qui ne reste qu'à être développé, la population n'étant pas élevée aussi. Et aussi, c'était un pays agricole. Là, on parle de la crise du blé par rapport au monopole ukrainien. À une certaine époque, l'Algérie était un petit peu le grenier de l'Europe, mais en tout cas de la France. Donc c'est un pays à haut potentiel économique. Voilà.
C'est pour ça que la Chine, elle aussi, y est présente. Hein. Il n'y a pas que sur l'aspect économique côté Chine. Non. Côté Chine, bon, il y a cet aspect certes, mais c'est-à-dire que la Chine est présente aussi en Afrique en général. Mais la première relation entre la Chine et l'Algérie, ça a été pendant le congrès de Bangoum en 1955, au sein des pays non alignés. C'était le début en fait de leur relation. C'était le début des pays non alignés. Ouais. Après, très rapidement. Donc c'était déjà sous, on va dire, la Chine de Mao Zedong. Oui, voilà. Et donc à Bangoum, en Birmanie, la délégation chinoise était représentée par Chou Enlai, et en Algérie, elle était représentée par Hossein Et Ahmed, voilà, donc un ministre du gouvernement provisoire algérien. Donc voilà un petit peu la première relation. Et il faut aussi vous dire aussi qu'il y a eu aussi ce rendez-vous historique. La Chine a été le premier pays hors pays arabe à avoir reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne en 1958. Et il y a très peu de marge pour vous dire que la Chine reconnaît l'Algérie, le pouvoir algérien en 1958. La France, l'Algérie a son indépendance en 1962. Le général de Gaulle reconnaît la Chine en 1964. Donc vous voyez un petit peu cette géopolitique très dense pendant l'époque de la décolonisation. C'est une géopolitique très dense. Et là, donc, on ressent encore cette géopolitique qui revient un petit peu à marche forcée aujourd'hui. Voilà. Et donc, la relation Chine-Algérie, oui. Il y a une relation d'amitié d'abord, et là, bien sûr, il y a une relation économique, ce qui est normal aussi. Mais comment vous expliquez, en fait, en 1958, cette volonté du gouvernement chinois de reconnaître l'Algérie. Et pourtant, à l'époque, l'Algérie n'était pas complètement indépendante. Elle n'était pas du tout indépendante. Justement, en fait, 1958, elle n'était pas indépendante. C'était en 62, l'indépendance. C'était en 62. Elle a reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne. Ça a été le premier pays. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette vision de l'histoire. Il y a cette vision de l'histoire que l'on ne peut pas... on ne peut pas refaire l'histoire. On ne peut pas refaire l'histoire et on ne peut pas arrêter. Vous allez me dire pourquoi le général de Gaulle a reconnu en 1964. Mais justement, une question en amène une autre. Parce qu'en fait, en 1958, le gouvernement de la République populaire de Chine a reconnu le gouvernement provisoire de l'Algérie. Voilà. Et en fait, cet acte-là, à mon avis, bien sûr, ça n'a pas dû, on va dire, ça a dû en quelque sorte ça laisse réflexion. Irriter la diplomatie française, évidemment. C'est certain. Mais il y a un mais. À l'époque, la Chine n'avait pas de relation diplomatique avec la France. Bien sûr. C'est pour ça que la Chine a pu, on va dire, se permettre, entre guillemets, de le faire. À l'époque... Ou alors cette considération-là n'était pas du tout en ligne de compte. Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Non, c'était pas une considération Chine-France, pas du tout. C'était une considération de l'histoire, du rendez-vous de l'histoire. Et ça, on l'a vu très bien à la conférence des pays non alignés à Bangoum, en 1955. La Chine reconnaît en 1958. L'URSS reconnaît l'Algérie, pour vous dire, bien après, 3 ans après. Oui. Et d'autres pays ont reconnu l'Algérie après l'indépendance. De toute façon, dans les années 50, 60, je vais dire, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une vague de décolonisation. C'était dans le courant de l'histoire, qu'on le veuille ou non. C'était dans le courant de l'histoire. Et d'ailleurs, la Chine a obtenu son indépendance entière en 1949. 49, et les premières délégations algériennes ont commencé à être reçues par
par le Premier ministre Chou En-lai en mars 58. C'était une délégation de jeunes Algériens du syndicat des jeunes étudiants du GEMA. En 58, pareil, il y a eu d'autres délégations algériennes que Chou En-lai a reçues. Et en 1960, ça a été Karim Belkacem, le vice-président du gouvernement provisoire algérien, qui a été reçu par Mao Tse-tung. Ah, c'est ce que montre votre photo. C'est ce que montre ma. C'est une photo précieuse, photo. Hein. On voit oui, Mao Tse-tung serrer la main. Serrer la main au cours d'un repas, à trinquer pour le. C'est la première fois que je la vois. Voilà, donc c'est rare de voir de telles personnalités sourire, parce qu'en fait, on les voit toujours généralement dans des situations un petit peu. Comment dire officielle, ouais. voilà. Tandis que là, c'était plus détendu, là, c'était vraiment l'amitié, l'amitié algéro-chine. Mais là, c'était à quelle occasion alors? Ça a été en août 1960. Et c'était lorsque Karim Belkacem, qui a été à différentes occasions, donc c'était le premier soldat algérien, Karim Belkacem. Lorsqu'on parlera de Karim Belkacem, que ce soit en Algérie ou en France, je pense que les choses vont s'apeser. Pourquoi je vous dis ça? Karim a été l'un des premiers, sinon le premier soldat algérien, mais ça a été aussi le signataire des accords d'Évian, de l'acte de naissance de l'État algérien. Donc c'est très important, c'est très important. C'est une personnalité, c'est un dirigeant FLN qui a fait la guerre contre le colonialisme, mais il a fait la paix avec la France. Ah. Juste après. Un personnage clé en fait. Un personnage clé. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut en parler. Que ce soit en Algérie, il faut en parler. Vous êtes là pour en parler justement. En France, il faut en parler. Voilà, donc il a été. C'est aussi un symbole de réconciliation entre la France et l'Algérie, oui. C'est un symbole de réconciliation. Après, maintenant, c'est vrai que cette réconciliation, il faut la laisser aux historiens et aller aussi dans le véritable échange d'amitié, parce qu'il y a une véritable amitié algéro-française. Les deux peuples sont passionnés l'un envers l'autre, et aussi il y a aussi ce qui les rapproche, cette diaspora algérienne en France. Mais justement, avant de revenir sur cette diaspora algérienne en France, je voulais savoir, qu'en est-il aujourd'hui de cette amitié franco-algérienne qui remonte aux années 50? Aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, ce que demandent les Algériens, c'est qu'on puisse débattre de la vérité. C'est-à-dire de ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas ni d'excuses ni de repentance. Côté France, on pense que... Mais vis-à-vis de la Chine, il n'y a ni repentance, ni, on va dire... Voilà, c'est ce que demande l'Algérie, c'est ni repentance, ni excuse, c'est pas ça. Voilà. Par contre, dire la vérité de ce qui s'est passé. Là, on commence. Le président Macron, le président Jacques Chirac avait commencé déjà à reconnaître que les événements d'Algérie furent finalement une guerre d'Algérie. Donc là, il y a un début. Après, donc là, le président Macron va dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire en prenant toutes ses responsabilités. Donc il essaie de faire avancer les choses.
Après, c'est vrai, il y a aussi les déçus de l'histoire, je dirais. Comme dans tous les pays. Comme dans tous les pays. Ouais. Je dirais que dans toute guerre, il n'y a pas de gagnant. C'est pas vrai. Non. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des perdants. Il n'y a que des perdants. Il n'y a que des perdants parce que quand on voit aussi nos amis français d'Algérie qui ont quitté leur pays, j'ai beaucoup de peine. C'est très difficile à vivre, ça. C'est très difficile. Après, c'est vrai que certains comprennent un petit peu la situation. D'autres ne peuvent pas, n'arrivent pas à vivre ce sentiment d'être arrachés subitement à leur pays. À leurs racines, tout simplement. À leurs racines, parce que lorsqu'on vit dans un pays, ça devient notre pays. Moi, je vis en France, ça devient aussi mon pays. Et j'adore la France, j'aime la France. Voilà, il n'y a pas d'antagonisme à ça. Voilà. Mais donc, dans toute guerre, il y a des perdants. Tout le monde perd. Tout le monde perd. Je ne connais pas quelqu'un qui a gagné dans une guerre. Voilà. Mais maintenant, il est arrivé le moment de se parler, d'aller de l'avant et de travailler ensemble. L'Algérie a besoin de la France a besoin de l'Algérie. Nous sommes dans un monde village. Alors parlons maintenant donc de cette diaspora algérienne en France. Hein. Celle-ci pourrait-elle, on va dire, source de bonne entente et un atout pour les deux pays, hein, la France et l'Algérie? Écoutez, ce qui est certain, c'est que la diaspora algérienne en France, donc qu'elle soit franco-algérienne ou algérienne tout simplement, elle est importante. Certains disent qu'elle est... Vous avez un chiffre? Oui, certains disent qu'elle est entre 4 et 5 millions. 4 et 5 millions. Hein, 4 et 5 millions. Et c'est une... En fait, ce sont des Algériens de nationalité algérienne ou des Algériens naturalisés français? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les franco-algériens, il y a ceux qui sont de... mais la plupart maintenant, avec les années qui passent, ce sont des franco-algériens. Et donc, ce sont des gens qui ont gardé leurs racines algériennes. On les voit, on en connaît beaucoup. Hein, on connaît plus les célébrités qu'autre chose. On voit Zidane, on voit Adjani, on voit tout le monde. Voilà, donc Benzema qui vient d'avoir le Ballon d'Or. Voilà un petit peu le. Mais c'est une richesse qui peut être un pont entre l'Algérie et la France. Voilà. Et ça, c'est une richesse humaine, c'est une richesse économique. Certes. Voilà. Est-ce que vous, à titre personnel, vous y travaillez? Oui. Quels sont les projets en cours? Modestement, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une véritable compréhension entre les deux pays. Voilà. Pour vous dire, en 2000, je crois que c'était en 2008, si ma mémoire est bonne, j'ai invité deux amis pieds noirs français d'Algérie, parce que moi j'aime pas ce terme aussi, pieds noirs, français d'Algérie, à revisiter l'Algérie. Et donc on a passé une semaine vraiment formidable. J'imagine. Vraiment formidable. Donc il n'y a pas eu un moment ou une seconde de leur temps où il y a eu une fausse note. Tout le monde était au sourire. Les Algériens qui étaient là-bas donc leur ont ouvert leur maison, leurs bras. C'était un rêve. Voilà. Il faudrait plus de, on va dire, bien visites de Français en Algérie et en sens inverse. Et en sens inverse, voilà. Ouais. Et en sens inverse, parce que là, on pense là, il y a eu le gouvernement d'Elisabeth Borne qui est parti. Pour une fois, ça n'a pas été question uniquement des visas.
Voilà. Ben, justement, alors pour finir, on rebondit sur cette actualité. Comment peut-on décrypter la visite d'État récente donc, du président Macron et celle de 16 ministres français en Algérie? Je pense qu'on peut la décrypter, on peut dire qu'il y a une véritable appétence et une volonté pour une véritable réconciliation entre la France et l'Algérie. Donc ça, la volonté politique, elle est là. Elle est là, oui. Elle est là, ça c'est certain. Voilà. Maintenant, comment faire? Ben voilà. Voilà, comment faire? Il ne suffit pas de vouloir. Il ne suffit pas de vouloir. Et moi, comme je dis à certains amis, il faut être courageux. Il faut être courageux. Il faut se dire, bon, les historiens sont là pour écrire l'histoire, mais pour autre chose, il faut être courageux. Il faut pouvoir se dire les choses les yeux dans les yeux. Voilà. Les amis, c'est ça. Voilà. Il faut être courageux et il ne faut pas aussi inviter que des personnalités lisses. Il faut inviter des personnalités rugueuses. C'est avec ces personnalités qu'on avance. Voilà, c'est parce que des deux côtés, ils aiment la France, ils aiment l'Algérie. Ça, je vous le dis tel que je pense. Voilà, et tel que je vois les choses. Je viens de revenir d'Algérie cette dernière semaine. Beaucoup de gens me disent non. Ce gouvernement n'est venu que pour le pétrole et pour le gaz. Pour vous dire que voilà. C'est la lecture de beaucoup de personnes. C'est la lecture malheureusement de beaucoup de personnes. Parce que j'ai discuté vraiment avec presque un échantillon de personnes. Et moi, je leur dis non. Je leur dis, ce n'est pas que ça. Parce qu'il faut être honnête et sincère. Il y a cette question, mais ce n'est pas que ça. Ça aurait été un autre pays, j'aurais dit, ce n'est que ça. Mais la France, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et si ce n'est que ça, c'est quoi alors, en conclusion? C'est quoi? C'est-à-dire, c'est cette volonté de refonder la relation Algérie-France. Il y a cette volonté. Maintenant, est-ce que il y a ce savoir-faire? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il manque encore des partenaires de la société civile. Voilà. Il faut inviter tout le monde. Voilà. Il y a des confrontations. C'est rugueux la relation Algérie-France, mais c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Ce n'est pas en polissant, parce que lorsqu'on polit le débat, je pense qu'on perd des années. Et on ne peut pas se contenter de perdre ces années. Voilà, on ne peut pas. On a une responsabilité vis-à-vis de cette jeunesse qui veut travailler. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui me disent « je veux partir au Canada, je veux partir aux États-Unis ». Pas forcément en France. Fuir, ça ne sert à rien. Fuir, ça ne sert à rien. Il faut essayer de travailler sur le développement. Il faut essayer d'être des partenaires égal à égal.